Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et les Congolais savent que ça, c'est l'heure du Congo. Votre espace reçoit pour vous des Congolais qui font des analyses, des réflexions qui permettent à la République démocratique du Congo de recouvrer son émergence autrefois perdue et tant chercher, mesdames, messieurs, comme vous le savez fort bien, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo reste de plus en plus préoccupante. Ainsi, le chef de l'État, président de la République, avait décrété un état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui encore, à l'Assemblée nationale ou au Parlement en général, il y a demande d'une prorogation, la 9e prorogation de l'état de siège. Alors, les Congolais se posent des questions. Quel est alors les résultats ou l'apport de cet état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo? Et pour répondre à cette question ainsi qu'à bien d'autres qui préoccupent les Congolais de cette partie du pays, nous avons fait venir sur notre plateau un fils du terroir. Lui, il nous vient de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Il est journaliste comme moi. Il va mieux se présenter. Il s'appelle Ivan Eliel Kaniki. Le journaliste, il a fait son déplacement pour Kinshasa, juste pour répondre à notre invitation. Donc, c'est un déplacement alloué. Puisqu'il est déjà là avec nous, nous lui disons bonjour et bienvenue dans notre plateau, Ivan. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être reçu sur ce plateau. Mon ami Benz Bwanakawa. Voilà. Comme vous le disiez tantôt, je m'appelle Ivan Eliel Kaneki. Je suis le directeur de publication du journal La Cloche RDC. C'est un quotidien qui paraît chez nous à Beni. Je suis également le directeur des programmes de la radio Grâce FM Beni. C'est une radio qui émet sur la 90.5 MHz à ville de Beni et en territoire de Beni, évidemment. Voilà, Ivan, vous êtes chercheur, vous êtes écrivain, vous êtes enquêteur, vous êtes investigateur, donc vous avez une connaissance pas de moindre de la situation de la sécurité dans la partie est de la République. Vous avez oublié aussi de dire que je suis enfant du terroir. Enfant du terroir. Je suis né à Beni, j'ai grandi à Beni, je me suis marié à Beni et donc je travaille à Beni. Je maîtrise bien notre Beni natal. Les Congolais de Kinshasa, de partout à travers le pays, de la partie Est, même les Congolais de la diaspora, ont vraiment besoin d'avoir des informations sur la situation réelle dans cette partie de la République. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici dans ce plateau. Alors, on commence par la demande d'une 9e prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu ainsi que dans la province de l'Ituri. Comment vous accueillez cette nouvelle de la 9e prorogation de l'état de siège? Chez nous à Beni, c'est une nouvelle comme d'autres, mais il faut dire que cette nouvelle, elle est insultante. Parce que nous ne l'accueillons pas avec joie. Insultante. D'autant plus que ça fait 9 fois qu'on est en train de proroger cet état de siège. Le résultat restait catastrophique. Catastrophique, ça signifie quoi? Ça signifie que le résultat de l'état de siège n'est pas palpable dans nos petits villages, dans des recoins du territoire de Beni. Je veux dire quoi concrètement? Avant l'état de siège et après l'état de siège, en tout cas la différence, elle est tellement mythique. Plutôt le résultat est tellement mitigé, je vais bien le dire. Mitigé en ce sens où, avant l'état de siège, 5 mois avant, il n'y a que 4 véhicules, 4 engins, 2 véhicules, 2 motos qui ont été incendiés par l'ennemi. Mais après l'état de siège, 5 mois après, il y a plus de 156 véhicules qui ont été incendiés durant l'état de siège. Il y a, si on voit de victimes de cette barbarie qui se passe chez nous, on s'imagine qu'avant l'état de siège, il y avait 53, si je ne m'abuse pas avec le chiffre, 53 victimes seulement qui ont été enregistrées dans les 4 mois avant l'état de siège, mais les 4 mois après l'état de siège, on est dans les 1700 quelques victimes. Que dire de cet état de siège? Et voulez-vous la prolonger combien de fois pour qu'on sente ce résultat? Parce que nous, en nous disant que l'état de siège va arriver, on nous disait que c'est la pacification de l'Est. Ce sont les opérations qui viennent mettre fin à ce que nous traversons à l'Est. On nous disait que c'est la paix qui revenait. On nous disait que les déplacés vont regagner dans leur village. On est à la 9e prorogation. Que dire?
C'est comme si la situation s'est empirée davantage avec l'état de siège. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour nous, ça apparaît comme une insulte. Alors là, vous venez déjà de faire un bref état des lieux de la situation sur terrain, mais on aimerait aussi savoir. On nous parle des exactions, on nous parle des tueries, on nous parle... Essayez de nous donner un peu la vraie image de ce qui se passe exactement dans cette partie à l'encontre des attentes de la population congolaise en général et surtout des autorités. Je vais plutôt commencer par adresser un message de compassion à mes frères qui vont nous écouter à l'Est. Parce que ce qui se passe à l'Est, je parle de deux provinces, Ituri et Nord Kivu, c'est incompréhensible. Et plus particulièrement dans les territoires de Irumu et dans les territoires de Beni. Essayons d'ajouter aussi la ville de Beni, parce que là aussi subit des exactions. Non, c'est plus que chaotique. Nous, on ne connaît même pas qu'on est des Congolais. C'est ici à Kinshasa où je vis les gens circuler jusqu'à 21h. Mais chez nous, déjà à 21h, on ne circule plus. C'est ici à Kinshasa où on boit de l'eau froide. Mais chez nous, il n'y a même pas de l'eau froide. Donc, on dort sans espoir de se réveiller le lendemain. On dort dans une maison toute... C'est comme si la journée était bonne que la nuit. Parce que la nuit, on ne sait pas ce qui peut arriver. On dort tout en état inquiet. N'importe quand, il peut y avoir une incursion des ennemis. N'importe quand, le village peut être attaqué. N'importe quand, tout peut être arrivé. Imaginez-vous, pour voyager de Beni à Butembo, il n'y a qu'à peine 54 km, mais il faut un convoi militaire. Pendant qu'ici à Kinshasa, au Kitinchili, à Limete, presque 50 km, ça convoi militaire. Même la nuit ici au voyage, mais chez nous, non, c'est impossible de quitter la région avant 9h, avant 10h, avant que le convoi soit prêt. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que ce qui se passe chez nous, c'est comme si on était loin du Congo. C'est comme si on n'était pas des vrais Congolais comme les Congolais qui vivent à Kinshasa. Et à plus forte raison, ce qui nous étonne davantage, c'est que la situation a perduré. Voilà plus de 20 ans. Et quelles sont les actions que l'ennemi est en train de poser là-bas? Donc, il y a la tuerie, on décapite les gens, qu'est-ce qu'on fait exactement? Nous voulons avoir une image. Est-ce qu'il y a encore des viols? Est-ce qu'on brûle encore les gens vivants? Est-ce qu'on utilise encore la machette? Au moment où je suis avec vous sur ce plateau ici, mon cher ami Bwanakawa, hier, la nuit, tous les villages de Kinyambao, restés à secteur de Rwenzori, sur la route Beni-Kassindi, s'est vidé. Pourquoi les villages s'est vidé? Parce que l'ennemi a fait une incursion et il a brûlé quelques maisons. Nos enquêteurs continuent à enquêter pour nous dire avec précision combien de maisons ont été brûlées. Mais il y a eu également des victimes qui ont été tuées à la machette, horriblement. Chez nous, on tue même, on éventre les femmes et on enlève les fœtus. Chez nous, on tue à la machette. Chez nous, on tue à la hache. Chez nous, d'ailleurs, ces ennemis incendient des maisons pendant qu'il y a même des gens. Et donc, vous sentez qu'on calcine déjà dans des maisons. Et actuellement, leur mode opératoire s'appelle maintenant embuscade. Les embuscades sont tendues partout. Ma pauvre grand-mère qui est allée faire son chat dans des dizaines de kilomètres et on la rencontre là-bas, ça s'appelle embuscade et on la découpe à la machette. C'est peut-être le tard dans la soirée. Mais c'est quelle motivation? Est-ce l'idée seulement de saboter l'être humain, de désacraliser la vie humaine? Ou c'est quel type de mission qui oblige que même le paisible citoyen soit décapité? Comment on peut inventer les femmes? Comment tu as compris la motivation de ce type? Tout au début, on nous parlait du terrorisme. On nous parlait du terrorisme. D'ailleurs, on nous a même parlé du djihadisme. Mais lorsqu'on essaie de voir ce qui se passe dans des pays musulmans, dans l'État islamiste, en Afghanistan, en Irak, là où est né d'ailleurs le djihadisme, mais on se rend compte que ce qui se passe chez nous, c'est plus pire que le djihadisme. Parce que où est-ce que vous avez vu des musulmans, plutôt des islamistes, excusez-moi, des islamistes qui boivent de la boisson, des islamistes qui jouent la musique après avoir éventré les gens, qui célèbrent leur victoire. Et donc la thèse même du djihadisme, on ne croit plus à cette thèse. Mais ce qui se passe chez nous, je vais plutôt vous donner des révélations ici sur ces plateaux. Nous sommes dans une guerre de conquête. Je n'ai pas peur de le dire. Les amis, l'ennemi là, a besoin de conquérir nos terres.
Parlant de l'ennemi, c'est une question très importante. Selon les enquêtes, les études que vous aviez menées, qui est-ce que nous pouvons appeler aujourd'hui ennemi dans la partie est de la République? Cette question me vient parce que d'aucuns ont dit, les politiciens, surtout même les députés nationaux, disons, je voulais parler du Premier ministre Samalou Kondé, lors de son passage à Béni, il disait « Arrêtez de vous tuer entre vous ». Alors, voilà encore et vous voulez attribuer cette faute à qui? Voilà encore l'autre insulte, mon ami. Voilà encore l'autre insulte. Comment Epaloukou peut tuer Kambale? Comment quelqu'un peut tuer sa mère? Comment quelqu'un peut éventrer sa soeur et enlever le fœtus? Qui peut croire encore à de telles conneries? Je vais plutôt vous remonter des faits exacts. Tout au début, quand la guerre a commencé, on nous a présenté l'identité de l'ennemi. Soi-disant qu'il s'appelait EDF. Mais qui est l'EDF? L'EDF, c'est une rébellion ougandaise qui voulait faire face au président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, ces rebelles ont installé leur base arrière dans le Mont Rwenzori, à la République démocratique du Congo. Et là, ce sont les années 1986-85. Je crois que les amis, les victimes d'aujourd'hui n'étaient même pas encore nés lorsque cette rébellion était chez nous. Et plus tard, avec l'évolution des événements, on va nous dire que non, ce sont plutôt les affaires de Béni, les affaires de Butembo qui ont rejoint cette rébellion et qui sont en train de commettre les exactions. Ce que nous ne refutons pas du coup. Nous sommes des chercheurs, on observe encore davantage. Et encore plus tard, on va nous dire que non, il y a eu plutôt les Banyabouisha, qui se sont alliés aux EDF et qui sont en train de nous tuer. Donc les Banyabouisha, c'est une population de... Les Banyabouisha, c'est une population de Rutshuru qui est venue en immigration chez nous. Et c'est quoi la motivation pour rejoindre les EDF? Je les précise que c'est dans un conseil de ministres du mois de juin qu'on nous a dit que, attention, on a vu ces alliés des EDF s'appeler les Banyabouisha. Donc le gouvernement ne fait pas dénoncer les vrais auteurs de ces massacres. Et qui sont les Banyabouisha? Qui sont ces Banyabouisha, s'il vous plaît? Qui sont ces Banyabouisha, s'il vous plaît? Ces Banyabouisha ne sont rien d'autre que les FDLR. Parce que le territoire de Rutshuru est subdivisé à deux grandes communautés. Il y a une communauté de Banyabouisha et une communauté de Banyabouiton. Et quand vous demandez, quand vous vous renseignez davantage chez les Banyabouisha, ils ne reconnaissent même pas des immigrations. Ils ne reconnaissent même pas qu'il y a une communauté qui a migré vers chez nous. Mais d'où sont venus ces Banyabouisha-là dont on nous parle? Donc voilà, l'argument devient les Banyabouisha, comme tu le disais. Mais qui sont ces Banyabouisha? C'est là que je voulais insister davantage. Plutôt dans la communauté de Banyabouisha, la communauté de Banyabouisha là-bas, territoire de Rutshuru, on ne reconnaît pas qu'il y ait une immigration. Et ces Banyabouisha, pour immigrer vers chez nous, ils venaient plutôt à Mans, dans des véhicules avec des ordres de mission signés par l'ancien gouverneur de province, actuellement ministre de l'Industrie. Et curieusement, sur ces ordres de mission, on n'identifiait pas ces Banyabouisha. C'était juste un ordre de mission signé superficiellement. Il y a 46 personnes, 50 personnes dans un véhicule. Je me souviens, des groupes de pression se sont même levés et manifestés contre cette immigration des Banyabouisha. Et ce qui est scandaleux aujourd'hui, on ne connaît pas la destination de ces Banyabouisha. Où allaient ces Banyabouisha qui venaient de Rutshuru? Où est-ce qu'ils atterrissaient? Dans notre territoire de Béni et Yorumu. On ne les a pas vus. Et donc, vous pouvez voir, à partir de Goma, soit de Rutshuru, d'où ils venaient, vous pouvez voir leur fait de route, leur mouvement, vous pouvez les tracer à Béni, vous les tracez à Owicha, vous les tracez à Maïmoya, vous les tracez à Erinketi. Mais lorsque vous arrivez à Luna, avant d'atteindre le territoire d'Irumu, ils disparaissent curieusement. Pour aller où? Personne ne le sait. Là, c'est en 2014. Et en 2021, au mois de juin, je me souviens, c'était le 11 juin, on va nous dire, dans un conseil de ministres présidé par le Premier ministre, évidemment avec le Premier ministre, l'actuel Premier ministre Samalou Kondé, on va nous dire que ce sont les Banyabouisha qui sont les alliés des EDF. Et ça n'a même pas tardé, au mois de juillet, un certain commandant Radi Kamari,
je me souviens bien de son nom, il va se rendre au FARDC avec une casquette de l'identité de Banyaboucha. Et lui, il a dit qu'il était l'un de ces Banyaboucha qui immigraient vers chez nous. Et il était accompagné de quelques hommes derrière lui. Mais depuis cette tradition, où est-il? Et qui est-il devenu? Et pourquoi ne même pas organiser des pensées, des audiences? Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a incendié des villages, il sera cette fois-ci. Pourquoi ne pas l'amener devant là-bas? Mais autre chose qu'on nous reproche dans la partie Est, c'est la passivité. Or, nous le savons fort bien, devant pareille situation, toute passivité équivaut à la complicité. Vous ne dénoncez pas. Par moment, on retrouve un Kambale que l'on a connu dans la cité, dans les camps de l'ennemi. On ne dénonce pas parce que c'est son frère. Et ce refus de dénoncer équivaut à la complicité qui vous est aussi reprochée par... Comment voulez-vous que l'on dénonce, mon ami? Que voulez-vous appeler par dénonciation? Aujourd'hui, on vient nous dire que c'est cette ethnie ici qui est en train de vous tuer. Et le lendemain, on vient nous dire que non, on a attrapé 80% des assaillants, ils sont de Beni et de Butembo. Mais nous, on ne connaît pas de Banyabouche chez nous à Beni et à Butembo. Comment on va dénoncer dans des contradictions pareilles? Nous, on sera plutôt contre que l'on veut cacher la vérité, à nous dissimuler et à nous laisser plusieurs versions. Comme ça, nous ne saurions pas quelle est la vraie version réelle. On a attrapé Kambale dans les rangs de l'ennemi. Admettons-le comme ça. Mais n'oublions pas qu'on a attrapé récemment un Jordanien qui pilotait le drone de l'ennemi. N'oublions pas qu'on a arrêté des Tanzaniens, on a arrêté des Ougandais, on a arrêté... Finalement, que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais parce qu'il n'y a eu qu'un seul Kambale, voilà, on veut assimiler tous ceux qui sont là à des Kambale. Et on oublie que les Kambale là peut-être avaient été otages. Il a été kidnappé d'abord dans son champ et c'est dans ce contexte qu'il se retrouve dans les rangs de l'ennemi. Je suis un journaliste, je dis ce que je sais. Pourquoi pas on ne laisse pas interviewer les Kambale qu'on arrête? Nous avons même appris... On nous présente des Kambale, mais on ne nous laisse pas lui demander comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce rang-là. Nous avons même appris que tout déplacement dans cette partie exige que l'on soit dans un convoi bien sécurisé et par les hommes de l'armée régulière, mais aussi par les éléments de la MONUSCO. Mais malgré cela, il y a toujours des tueries. Mais comment ça se passe? Comment ça se justifie? Non, je voulais plutôt commencer par le discours de notre chef de l'État, que je respecte bien évidemment, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies. Il va nous dire que les villages ont été libérés durant l'état de siège. Il va nous dire que les routes ont été maintenant ouvertes durant l'état de siège. Tu veux nous dire que c'est faux? Pendant que... Non, je ne dis pas que c'est faux pour ne pas maturer la colère de la nation. Mais je vais plutôt demander à nos amis qui sont autour du chef de l'État de nous dire ne fût-ce que 2 villages qui ont été récupérés durant l'état de siège. Mais moi, je suis prêt à vous donner 5 villages qui ont été abandonnés durant l'état de siège. Des villages qui n'étaient pas touchés par les affres de ce qui se passe chez nous, mais désormais abandonnés durant l'état de siège. Je veux que les amis nous disent juste 2 axes qui ont été ouverts durant l'état de siège. Mais ce qu'ils disent, ils inventent ou ils ont des informations réelles sur ce qui se passe. Je pense que c'est plutôt une complicité. On ne veut pas dire ce qui est vrai au chef de l'État, malgré ses bonnes intentions. Alors les élus de ce coin de la République, que font-ils? Mais ils sont moins nombreux. J'ai assisté à des travaux à plénière. Nous n'avons que combien d'élus sur les 500? Il y a un conglomérat qui entoure le chef de l'État, permettez-moi les termes, un conglomérat d'élus, des applaudisseurs, des jouisseurs du chef de l'État qui étouffent nos élus de Beni. Lorsque nos élus veulent parler, vous connaissez comment se passe le vote là-bas, c'est par majorité. Et nous, on n'a même pas 50, et eux sont à 500. Un conglomérat qui étouffe ce qui se passe chez nous. Et ils n'ont même pas moyen de dire la vérité. En tout cas, j'ai pitié de nos élus. J'ai peine. D'ailleurs, je n'ai même pas l'intention de devenir député national, de par ce que je vis. Des fois, ils quittent chez nous là-bas avec de bonnes idées, de bonnes intentions pour faire avancer lorsque ces convois
vous escorte pour aller vous laisser De à un Beni point à Butembo, voulu. il n'y a que C'est-à-dire, on reconnaît que dans ces tronçons-là, il y a l'ennemi. de Beni Donc à l'ennemi est Butembo, localisable, l'ennemi est situable, mais on ne sait pas délocaliser l'ennemi à cet endroit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? délocaliser l'ennemi, c'est encore plus grave, mais plutôt neutraliser l'ennemi. Pourquoi ne pas le neutraliser? Parce que si on le délocalise, il va aller dans un autre endroit et devenir une menace pour nos frères congolais qui seront là-bas. Mais moi, je voulais plutôt revenir sur les concrets. De Beni à Butembo, il n'y a que 54 km. Et les 54 km sont séparés par des villages. En tout cas, de Beni à Mukoulia, il n'y a qu'1 km apparemment inhabité. De Mukoulia à Mataba, je ne pense pas qu'il y ait 1 km. De Mataba à Kabache, il n'y a même pas 1 km. En tout cas, tous les 54 km sont habitables. Pourquoi le convoi? Nous voyageons sa convoi avant l'état de siège durant ces 54 km. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y amène un convoi? Et quel est l'impact de toutes ces actions négatives sur d'abord la psychologie des populations de ce coin, sur les activités économiques, sur même l'éducation? Et c'est un peu de nous faire... Très bien, très bien. Mais je voulais d'abord finir. L'ennemi, il y a peu, la MONUSCO, le casque bleu, la MONUSCO, les Nations Unies, ils nous ont dit, de par leurs enquêtes, qu'il n'y a même plus 3000 hommes dans les rangs des IDF. 3000. Et pendant que, durant l'état de siège, on nous a envoyé 21 000 militaires. Non, le calcul est simple, même un affaire l'école primaire peut le faire. 3 000 contre 21 000. Mais la bataille serait gagnée d'avance. Pourquoi on ne l'a pas gagnée? Donc on a 7 militaires pour s'occuper d'un seul ennemi. 21 000 hommes contre 3 000. Ça signifie que chaque ennemi aura 7 militaires. Oui. Et comment 7 militaires n'arrivent pas à arrêter un seul ennemi? Soyez sérieux. Alors l'impact sur le plan psychologique, l'éducation, l'économie. Je voulais commencer par l'économie. Notre économie est en effondrement. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est acheté difficilement une voiture. Il n'a pas de l'emploi, il n'a pas de salaire de l'État, il s'est démené. Peut-être qu'il a fait son cacao pendant 7 ans. Et après 7 ans de culture du cacao, il arrive à se réunir ces 5 000 $ et il s'achète une voiture. Et au lieu de l'utiliser comme moyen de déplacement, il décide de mettre sa voiture dans les transports publics, les transports communs, de telle sorte qu'il attire aussi profit pour la survie de ses enfants. Et c'est la voiture qui est incendiée. Vous imaginez? Et le même type, on lui interdit d'aller dans son champ de cacao pour se faire une autre voiture parce que l'ennemi est déjà là-bas. Vous imaginez comment est-ce qu'il va vivre? Quelqu'un qui s'érige une maison difficilement. Mais on vous dit non, ce quartier, non, il est menacé. En tout cas, les amis, les habitants d'ici, vous pouvez délocaliser. Mais toi-même, là, tu as une parcelle. Je suis victime, je suis moi-même victime. J'ai ma parcelle à Cassa-Bignol et que je n'habite plus. Et personne n'habite plus dans cette région. Je suis devenu locataire pendant que j'ai érigé difficilement ma maison. Vous connaissez la vie que nous menons comme journalistes. C'est taper une maison, c'est pas facile. Mais après tous ces travaux-là, tôle par tôle, bloc par bloc, poche de ciment sur poche de ciment, autant de sacrifices, vous abandonnez votre maison. Que voulez-vous? Et maintenant, parlons du plan éducatif. Nos enfants ne vont plus à l'école. Chaque fois qu'il y a une incursion, c'est une journée chômée parce que sous les dés, comme si on a brûlé des maisons, on a tué les gens, c'est une journée de deuil. Ça signifie qu'il n'y a pas cours ce jour-là. Et combien de journées de deuil avons-nous traversé cette année par rapport aux jours ouvrables? Et à cela, on ajoute Covid-19 avec les confinements. Et donc cette année, c'était pour nous un chaos. Nos enfants n'ont pas étudié. Même si, bon, on a essayé de récupérer l'année. Non, le terme qu'ils utilisaient, c'était plutôt de sauver l'année scolaire et non pas sauver l'éducation de nos enfants. Je suis également enseignant d'université, mais lorsque vous essayez de voir les TFC que nous produisent les étudiants, chers amis, on comprend que le système éducatif, il est en faillite. Et sur le social, la fois dernière, avant de venir ici à Kinshasa, ma fille était en train de me demander, juste une fillette de 3 ans, elle me demandait, papa,
Signifie nous ne rentrerons plus chez nous là-bas. Et donc, dans des conditions que la fille de 3 ans est en train de traverser aujourd'hui, elle se rend compte que non, chez nous là c'était mieux. Est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Ça signifie que déjà dans le mental de la femme de 3 ans, ça ne marche pas. Et quelle société on est en train de former? Quel est l'avenir de ces enfants? Il y a plusieurs propositions qui ont déjà été faites. Moi, je pense que le gouvernement de la République a déjà fait de son mieux pour réagir, pour répondre à certaines préoccupations. Vous aviez demandé qu'il puisse avoir la présence du chef de l'État dans cette partie. Félix Tshisekedi était dans l'Est. Il y a passé plusieurs jours. Comment cela n'a pas pu impacter positivement par rapport à cette situation? Il a même envoyé son premier ministre et autant de ministres après son passage, évidemment. Ça, nous remercions. Mais nous, on attendait la vraie présence du chef de l'État. La présence du chef de l'État, ça signifie la fin de la sécurité, comme il est dit toujours. Comment expliquer que le chef de l'État arrive aujourd'hui et on tue les gens les mêmes jours? Comment expliquer que le chef du gouvernement, le premier ministre, quitte Bounia, la province de Lituri, pour venir à Beni, et le lendemain, au brûle de véhicules à Irum, là où il est passé? Allons-nous dire que le chef de l'État était là, ou bien le premier ministre était là, ou bien il n'était qu'à tourisme, peut-être? Parce que le chef de l'État venir chez nous, c'est apporter des solutions. C'est lui le père de la nation. Mais venir chez nous, le lendemain, après son passage, la situation continue. Est-ce qu'il a été là? Voilà la question que nous... Mais qu'est-ce qui fait que quand l'autorité arrive, tout s'arrête? Quand il tourne le dos, ça continue. Ça continue pire même que ça a été. Est-ce que ça s'arrête? Je vous ai dit que le lendemain, lorsque le premier ministre quittait l'Ituri pour le Nord Kivu, on a tué un territoire d'Irumu. Est-ce que ça s'est arrêté? Le chef de l'État était chez nous, mais on a tué un secteur de Rwenzori du côté de Kissima. Je suis journaliste, je couvrais les événements, je couvrais plutôt l'arrivée du chef de l'État, et nous avons été alertés que l'ennemi est entré à Kissima. Là, vous allez nous dire que ça s'arrête parce que le chef de l'État est là. Non, je ne crois pas. Mais il y a aussi des enfants, même des écoliers qu'on attrape avec des bombes dans des sacs, aller déposer dans les collèges, déposer dans des hôpitaux, dans les églises, etc. Ça, c'est encore l'étranger qui vient le faire, ou ce sont les fils du terroir qui le font. Je ne me rappelle plus de son nom. Le type qui a déposé la dernière bombe à la paroisse de Boutil, parce que c'est mon quartier là où je vis récemment. Heureusement, les forces armées l'ont attrapé lorsqu'il voulait déposer une autre deuxième bombe à Matongé. C'est un quartier commercial. C'était tard dans la nuit, là où tout le monde essaie un peu de se régaler. Il voulait déposer une autre bombe, mais curieusement, le type a éclaté avec sa bombe avant qu'elle explose. Il a explosé avec sa bombe avant qu'elle ne soit posée. Mais quand on va, voilà, il s'appelait Kaju, c'est pas Kaju, mais son identité c'était un Ougandais. Soyez sérieux, comment voulez-vous qu'un enfant de Beni, qui a étudié à Beni, qui a ses parents à Beni, ses frères à Beni, comment voulez-vous qu'il aille déposer une bombe dans l'église? Là où prit sa grand-mère. On va arriver, on va parler aussi de la question de la cohabitation avec les autres, mais allons toujours dans vos exigences, dans le cadre de vos exigences. Vous aviez exigé une coopération diplomatique assainie. Nous avions vu, le chef de l'État a tenu un mini-sommet avec ses homologues ougandais, rwandais, etc. Ceci n'a pas non plus payé. Qui bloque? Est-ce que cela est le problème? En fait, je pense qu'on ne peut pas attendre une autre solution. On ne peut pas attendre d'autres résultats à jouer les mêmes cartes. Et donc, pour nous, à notre niveau, la solution n'est pas diplomatique avec les Ougandais. D'ailleurs, on nous a même parlé des États-Unis qui sont venus, l'armée américaine. Oui, je voulais arriver. Tout à l'heure, il y a une frange des hommes de l'armée américaine qui est descendue dans la partie Est, et puis ils sont repartis. Mais c'était déjà un ouf de soulagement, hein, quand les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande puissance en termes de soulagement. Oui, beaucoup de gens, surtout ici à Kinshasa. À Kinshasa, beaucoup de gens avaient, comment je dirais, s'étaient sentis très bien dans leurs esprits
en se disant enfin, Non. la plus grande non. puissance de Non, la je pense planète qu'ils ne intervient. comprennent pas. Je pense Alors toi qu'ils- qui étais là sur place, toi qui as vécu leur arrivée comme leur départ, essaye Je de nous pense dire qu'ils ne comprennent qu'est-ce qu'a pas. été l'apport de cette armée américaine. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Tout d'abord, il faut dire que cette armée américaine a d'abord échoué en Afghanistan, non, avant de venir chez nous. Et les types qui ont échoué en Afghanistan, vous pensez que c'est chez nous qu'ils vont réussir? Non, peut-être en Afghanistan, il y avait une résistance un peu plus musclée, qui serait peut-être différente de la résistance de l'ennemi qui occupe notre territoire. Point d'interrogation, je l'ai dit bien. Ils ont échoué là-bas, mais c'est chez nous qu'ils vont réussir. En tout cas, ça ne nous inspire pas confiance. Ça, c'est le tout premier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement sur le sol congolais? Et en arrivant à Beni, nous ne les ont même pas sentis. Et si vous lisez bien leur ordre de mission, à part l'aspect Beni, il y avait aussi l'aspect parc de Virunga. Oui, il y avait aussi la problématique de la sécurisation des parcs. Parce que, Et oui, oui. qu'est-ce qu'il y a dans les parcs de Virunga? Le pétrole, subdivisé à 5 blocs. Et qui fait beaucoup de polémiques entre les Français avec leur entreprise Total et entre les Chinois avec leur contrat chinois ici, entre également, je crois, il y a par ma 3 grandes puissances qui se disputent ce pétrole-là. Et sous les régimes passés, qu'est-ce que nos amis qui gouvernaient faisaient? Au lieu de vendre le bloc pétrolier à une seule entreprise, ils l'ont subdivisé à 5 blocs. Et je me souviens, le dernier bloc devrait revenir à Soko, une entreprise française comme ça qui s'appelait Soko International, qui devrait exploiter ce pétrole-là. Mais les amis, la société civile Odignette, le pétrole, le bloc 5 ici, il est maintenant situé dans les lacs. Et c'est le lac ici qui nourrit toute la communauté de Goma. Et c'est le lac ici qui nourrit... Les amis de la société civile Odignette, le parc, c'est un patrimoine mondial également que vous êtes en train de céder. Où est l'UNESCO qui doit protéger le patrimoine mondial? Et ce qu'on n'a pas su accéder à ce bloc 5 pendant qu'il avait déjà signé des contrats de convention avec le ministre de l'énergie, le premier ministre, le gouvernement, en tout cas autant d'autorités. Et à ce niveau, nous on craint que les États-Unis soient en RDC pour la recherche du pétrole que pour la lutte contre l'EDF. Parce que la thèse du terrorisme de l'EDF, nous ne l'acceptons pas même jusqu'à aujourd'hui. En quelque sorte, on doit dire que la partie est du Congo est abandonnée à son propre sort, à son triste sort. Abandonner, c'est encore mieux, mais plutôt sacrifier. C'est ce que nous ressentons. Vous dites sacrifier alors que dans cette partie, l'on retrouve l'armée des armées. C'est-à-dire l'armée qui est issue de l'Organisation des Nations Unies. Je voulais parler de la MONUSCO, avec un contingent important, avec tous les outils de guerre, de protection de population qu'il faut. Mais qu'est-ce qui justifie que cette MONUSCO, bien présente dans l'Est, ne se fasse pas sentir? N'est-ce pas que vous-même qui vivez là-bas sur place, vous avez détourné la mission de la MONUSCO pour l'orienter dans d'autres circuits qui vous profitent directement? Parce que malgré la situation, nous voyons qu'il y a beaucoup de riches dans l'Est, il y a beaucoup de millionnaires dans l'Est, il y a même de ceux-là qui ne se soucient pas de quitter ces coins pour venir vivre par exemple à Kinshasa. Ils sont toujours là malgré les massacres, malgré les incidents, malgré tout ça. Est-ce que vous n'avez pas détourné la mission? Nous ne voulons pas venir vivre à Kinshasa parce que nous sommes liés à nos terres. Ce n'est pas parce qu'il y a de la vie chez nous là-bas. Et d'ailleurs, je vis des riches, des millionnaires ici à Kinshasa plus que chez nous. Des belles maisons, je les ai vues ici. Des belles voitures, que fait la MONUSCO? Je les ai vues ici. Que fait la MONUSCO? D'ailleurs, elle n'inspire plus confiance. Elle n'inspire plus confiance, c'est-à-dire que la fois dernière, c'était le 1er septembre dernier, on a brûlé un convoi, on a brûlé 18 véhicules, de 13 plutôt de 3 gros véhicules et 15 voitures entre le convoi la MONUSCO et des FARDC. Comment voulez-vous qu'on ait confiance à cette MONUSCO-là? Je vous rappelle que d'ailleurs, avant même cet incident-là, il y a eu 21 jours de manifestations contre la MONUSCO.
Pourquoi les enfants ont manifesté contre la MONUSCO? En tout cas, la plupart des manifestants, c'était des enfants de 8 à 15 ans. Ce n'étaient pas des adultes. Pourquoi les enfants ont manifesté contre la MONUSCO? Ah non, vous pouvez croire qu'ils ont été instrumentalisés, mais par qui? Et pourquoi ils ont accepté d'être instrumentalisés? Si je comprends bien, vous avez beaucoup d'informations dont même les autorités de la République ont besoin. Donc, si jamais cela l'intéressait, donc le chef de l'État pourrait même se servir de vous comme une bonne source d'information pour savoir exactement quelles sont les actions à mener dans la partie est pour restaurer mon la ami paix. Buanakawa, vous pensez que toutes ces informations, le chef de l'État ne les a pas? Vous pensez que je suis le seul qui détient ces informations dans l'entourage du chef de l'État? Il a été récemment à Beni. Les amis lui ont remis des mémos. Nous lui avons remis, moi, avec les amis des activistes de Don Azima, machin. On lui a remis même la liste exhaustive de toutes les victimes des massacres. Aujourd'hui, on a atteint les 7400 combien? Le chef de l'État, il a cette liste. Les enfants, les écoliers de Beni, les élèves qui ont d'ailleurs manifesté contre les sécurités, lui ont également remis un CD. Et ils lui ont suggéré plutôt de chaque fois suivre ces CD chaque jour avant de dormir. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce CD? Une vidéo qui retrace ce que nous traversons. Vous pensez que vraiment le chef de l'État n'a pas toutes ces informations? Non, il les a. Mais nous pensons plutôt que le chef de l'État, il est ailleurs. Il est ailleurs, c'est-à-dire qu'il a oublié ce qu'il nous a promis quand il est arrivé chez nous solliciter nos voix lors des dernières élections. Nous avons des gens qui se rendent quand même dans cette partie régulièrement et qui nous disent que malgré tout, la cohabitation, elle est très parfaite entre vous qui vivez dans l'Est et ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire les Ougandais, les Rwandais, les Burundais. Vous avez une cohabitation tellement parfaite que cela pousse à certaines autorités à dire que l'insécurité dans l'Est, c'est vous-même qui en êtes les auteurs. C'est quoi, frère, c'est que chez nous, nous sommes toujours accueillants. L'hospitalité est dans notre sang. Contrairement à ce que j'ai rencontré à Kinshasa ici. En tout cas, à Kinshasa ici, trouver quelqu'un qui vous accueille chez lui, non, c'est une grâce. Mais chez nous, même un inconnu, quand il arrive, il cherche le chef de quartier, le chef du village, on l'accueille d'abord, avant même de connaître ses intentions. Est-ce que avons-nous péché d'accueillir nos frères qui sont venus? Point d'interrogation. Mais pour le moment, on se rend compte que ce ne sont pas eux les problèmes. Les problèmes se trouvent plutôt dans notre armée. Si je ne vais pas mâcher les mots, comment expliquer que l'ennemi qui nous tue porte la même tenue que nos militaires? Mais le chef de l'État avait déclaré dans une interview qu'il reconnaît que dans l'armée, il y a des mafieux. Et après l'avoir déclaré, qu'est-ce qu'il a fait? Le déclarer, c'est une chose, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Et ça continue comme ça, il a déclaré oui, le chef de l'État a dit, mais ça continue comme ça, et les gens continuent à être tués. Voilà le problème. Vous avez déclaré qu'il y a machin, et qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons même suivi récemment le président de l'Assemblée, l'honorable Mbosso, que je respecte évidemment, qui disait que ce sont nos députés qui sont dans des groupes armés, et que lui, il les connaît, il a les rapports. Mais comment voulez-vous que l'on continue à mourir pendant qu'il y a un type à Kinshasa ici qui connaît ceux qui nous tuent et qui a les rapports et qui connaît leurs noms? Et pendant que toutes les institutions judiciaires se trouvent à Kinshasa, qu'est-ce qu'il attend pour traîner ces connards-là qui nous tuent à Kinshasa? Excusez-moi si le terme est violent. Mais comprenez qu'ils sont des sanguinaires. Ils ont comploté avec ceux qui nous ont tués. Et quelqu'un vous dit que non, ce sont vos députés, moi j'ai leur nom. Et il n'a même pas le courage de les traduire en justice. Où est le sérieux? N'est-ce pas une complicité? Ben, autrefois aussi, on accusait les Rwandais d'être directement l'auteur de cette situation. Mais avoir aujourd'hui la beauté de la diplomatie entre le Congo et le Rwanda, les amitiés que s'offrent notre président et le président rwandais, on s'est dit certainement peut-être que le Rwanda avait été accusé à tort et qu'il faut chercher le vrai auteur ailleurs. Et c'est une question qui m'a été posée par une vieille maman.
à Maïmoya, lorsque j'étais dans des enquêtes pour collecter des données journalistiques. Après les échanges entre notre chef de l'État et les chefs de l'État rwandais, cette vieille maman ne comprenait pas comment notre chef de l'État peut dérouler un tapis rouge au président rwandais à Goma. Pendant que ce sont les enseignants parlent Kinyarwanda. C'est que nous, tous ceux qui brûlent nos villages, ils parlent la langue de Rwandais. Et ils portent la tenue similaire à celle de nos militaires FARDC. Et c'est là que vous écouterez certaines langues vous dire que non, notre armée a été infiltrée par des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais-là qui nous tuent, qui se déguisent. Alors, la question que tout le monde se pose maintenant, qu'est-ce que ces ennemis cherchent exactement en RDC? C'est quoi leur cible? La terre. La terre. À terme très simple, ils cherchaient la terre. Nous sommes dans une guerre de conquête. Est-ce que chez eux, ils ont occupé tous les espaces? Il n'y a plus d'espace, ils sont asphyxiés maintenant pour chercher à tout prix à avoir une terre de plus. Ils ne sont plus acceptés chez eux. On les accuse d'avoir fait le génocide au Rwanda. Et s'ils se présentent juste à la grande barrière de Goma, non, ils sont cueillis. Donc ils sont recherchés au Rwanda. Ils sont allés se réfugier vers les Tanzanie, ils ont été expulsés également là-bas. Alors si c'est le Rwanda qui expulse cette population, qui cherche une terre ici en RDC, on se demande comment est-ce qu'on accuserait encore le Rwanda d'être la source d'approvisionnement de ces forces qui viennent nous détruire. Et si ce n'est pas le Rwanda, quelle est la main noire derrière? Non, pour des raisons. Le Rwanda a d'abord intérêt à les appuyer pour qu'ils ne rentrent plus chez eux. En restant chez nous ici à Esso Libre, ils sont épargnés des génocidaires, non? La première raison, c'est là. Et la deuxième raison, c'est que ces gens-là, nous avons vu le cas des déplacés Hutus qui a été brûlé sous le régime Mobutu par le régime rwandais, le régime de Paul Kagame. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il faut les exterminer parce que le Tutsi garde encore des plaies, des blessures du génocide qui est inscrit à l'actif de ces gens-là. Et alors, vous voulez qu'ils vivent où? La fois dernière, ils vivaient dans les Rutshuru, sous le label du CNDP et du M23. Mais depuis que ce truc n'existe plus, ah non, il faut trouver encore quelque chose derrière laquelle nous pouvons nous cacher. Et il semblerait pour moi, d'ailleurs je n'ai même pas peur de l'avouer, c'est plutôt l'EDF qui est devenu maintenant la cachette. Nous détenons des vidéos. La fois passée, ça fait depuis 2008, l'EDF a commencé des exactions. Mais l'EDF n'avait jamais revendiqué une attaque. Jusqu'à 2021, de 2008 à 2021, on ne pouvait jamais voir une vidéo de l'EDF. Mais actuellement, à 2021, eux-mêmes font les vidéos. Après avoir brûlé un village, ils ont le temps de faire une vidéo et de revendiquer l'attaque. Et l'objectif, c'est communiquer la peur, c'est le terrorisme et la terreur, nous faire fuir du village. Parce qu'en voyant la vidéo de votre grand-mère éventrée, je pense que vous ne pouvez plus rentrer dans ces villages-là. Puisque tu parlais de l'hospitalité il n'y a pas longtemps, est-ce que ça ne serait pas aussi envisageable que d'accepter, d'octroyer des terres à ces peuples qui sont en quête des terres? Comme ça, on crée une cohabitation et puis on vit en paix. On ne refuse pas. Feu président Laurent Désiré Kabila le disait dans une conférence, je crois, à la diaspora belge. On ne refuse pas, mais il y a des conditions pour acquérir des terres. On n'acquiert pas des terres par force. Il y a des conditions. Nous connaissons des terres qui appartiennent à des étrangers chez nous là-bas. Nous connaissons des terres qui appartiennent à des blancs. Les Chinois exploitent nos terres là-bas. Mais il y a des conditions. Comment acquérir ces terres-là? À tuer les propriétaires? Je ne crois pas. Il y a des conditions établies par la loi congolaise.
Même le président libyen, même le président chinois, même le président turc, même le président je ne sais pas de quel pays, il peut acquérir la terre chez nous. Il y a des conditions. Et vous pouvez acquérir une terre en Belgique, non? Il y a des conditions. On connaît comment on peut acquérir une terre aux États-Unis. Il y a des conditions. Et ne pas venir et envahir. Non, quand même. Le siècle de l'envahissement, il est dépassé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la communauté internationale ou des grandes puissances du monde qui, matin, midi, soir, font l'effort de nous communiquer leurs regrets, de voir comment les gens tombent matin, midi, soir dans la partie Est et qui, quelquefois, nous envoient leurs appuis matériels, financiers, je ne sais pas, en termes de vivres pour soutenir les populations de ce coin. Je suis très sérieux à ce niveau. Nous n'attendons rien de cette communauté internationale. Là, je parle comme une affaire de béni. Nous n'attendons rien. Pourquoi nous n'attendons rien? Parce qu'ils n'ont pas le devoir de nous sauver. À qui est le devoir d'imposer la paix chez nous? Ce n'est pas la communauté internationale. Nous avons une armée pour ça. Et nous payons des taxes pour ça, non? Nous avons une armée. Est-ce que la communauté internationale... D'ailleurs, c'est quoi la communauté internationale? La capitale de la communauté internationale, c'est quoi? Nous ne connaissons même pas où est la communauté internationale. Qui est son président? On attend roi de qui? Est-ce que vous ne jouez pas avec le mot vague? La communauté internationale. On n'attend rien. La fois dernière, il nous érigeait même des latrines. Soyez sérieux. Avant qu'ils viennent ériger des latrines chez nous, est-ce qu'on n'avait pas de latrines? Soyez sérieux. Et quand ils viennent ériger des latrines, je vous donne l'exemple de Kibanda. Kibanda, c'est un petit village situé entre Nyalek et Miende, je crois, sur la route Benikasindi. Une très belle école qui a été érigée là-bas sous le financement de votre communauté internationale, parce que vous la connaissez. Sous le financement de votre communauté internationale, on a érigé une très belle école, de jolis bâtiments. Mais pendant qu'on s'attendait à l'inauguration, tout le village a été brûlé. Et tous les écoliers ont fui, tous les enseignants ont fui. Et je vous assure que l'école est placée sur la route Benikasindi. Elle n'a jamais été inaugurée. 3 ans. Depuis 3 ans. Personne n'a étudié dans cette école. Mais laissez-nous dans nos écoles sur les manqués, tant mieux étudier sur les manqués dans la paix, que de nous ériger une belle école qui ne sera pas exploitée. Vous voulez nous ériger des latrines et brûler tous les villages. Ben, actuellement, le président de la République et le président de l'Union africaine, il est, si je crois bien, le premier vice-président ou le vice-président de la SADC. Est-ce que tous ces statuts-là du président de la République ne font pas foi à une paix dans un très bref délai dans la partie Est de la République? Est-ce que ce statut-là ne l'encombre pas davantage? Nous pensons qu'à Béni, nous pensons que s'il était seulement chef de l'État de la RDC, il aurait plus de temps de s'occuper de notre pays. Et il aurait fait plus de voyages à l'intérieur de notre pays. Mais le fait d'avoir été président de marché, vice-président de marché, il est obligé d'intervenir les problèmes de Guinée, il est obligé de parler des problèmes qui se passent en Afrique du Sud, ça bouge en Arabie, il est obligé de parler d'Afghanistan, parce qu'il a autant de statuts. Et c'est là même le problème des autorités qui nous ont amenés sur l'état de siège. Les autorités militaires, ils sont incompris. Lui-même, il va assister les sinistrés du volcan, lui-même, il va parler Covid-19, lui-même, il va parler... Et au même moment, on est en train de brûler le village. Est-ce qu'on ne pouvait pas circonscrire leur mission? Que vous êtes les autorités, l'état de siège, vous n'avez que la sécurité et la paix. Laissez les Covid, les volcans, laissez les enseignants, les problèmes des marchés, laissez ça aux autorités civiles. On pense sur terrain qu'ils auraient eu des résultats aussi directs, aussi palpables, que de s'embrouiller dans tout. Il est au même Pensez-vous et au moulin. Pensez-vous que faire la guerre contre les ennemis, en utilisant tous les engins, tout l'arsenal militaire qu'on peut avoir, c'est la voie par excellence par laquelle nous pouvons faire la paix ou imposer la paix dans la partie Est de la République? Mais l'ennemi a été localisé grâce au drone de la MONUSCO. Deux fois, je vais vous surprendre, deux fois l'ennemi
Il a tué Aïdou, c'est un territoire du Roumou, et il se déplace de la route principale jusqu'à quelques 10 mètres. Il commence à boire la boisson pillée dans ce petit village. Il joue de la musique à côté là-bas, mais personne ne vient l'attaquer. Pendant 3 jours. La plupart de villages, de la chefferie de Wallace et Vukutu, dans les territoires du Roumou, des écoles sont occupées par l'ennemi et notre armée le sait bien, mais personne ne les attaque. Et que voulez-vous? Que voulez-vous? Et pourtant, on est dans l'état de siège, un régime spécial, je le précise. En dehors de l'état de siège, pour 30 jours, mais qui vient de dépasser 5 mois. En dehors de cet état de siège, quelle est autre stratégie que l'on pourra proposer pour atteindre des résultats la meilleure escomptés stratégie. Et dans un temps record? La meilleure stratégie, nous l'avons. D'ailleurs, que le chef de l'État, même au Premier ministre, c'est de relever tout ce trouble-là. Tout ce trouble-là, parce qu'on ne connaît pas qui est qui fait quoi dans ces opérations. Comment vous imaginez-vous qu'un officier, il est muté à Beni aujourd'hui et à moins d'un mois, il achète une maison de 300 000 $. On connaît le salaire des colonels. 300 000 à 3 mois, il a enlevé cet argent. Il y a des gens comme ça là-bas? Plusieurs, la plus belle voiture à Beni, c'est pour un officier militaire ou son épouse. Si aujourd'hui on bannit l'état de siège, est-ce qu'il y a une autre stratégie que nous pouvons appliquer pour que l'on atteigne les résultats attendus? Bannir l'état de siège ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est le retour de la paix. S'ils vont nous amener la paix avec l'état de siège, tant mieux. S'ils vont nous amener ça, l'état de siège, ça nous intéresse davantage. On a fini les M23 à retour sans état de siège. Et la paix est revenue à retour. On a fini l'AFDL, l'état de rébellion, machin, sans état de siège. Et pendant que l'état de siège est prévu pour 1 mois, 30 jours, selon la Constitution, évidemment avec les possibilités de prorogation, nous on se rend compte que les 30 jours sont finis et on a prorogé 9 fois, voilà, 5 mois, ça ne donne pas le résultat sur le terrain. Le résultat sur le terrain devient plutôt... On a l'impression de croire qu'avant l'état de siège, c'était mieux qu'après l'état de siège. Je ne suis pas politicien, de ce que les politiciens ne savent pas les dire ouvertement pour leurs contraintes politiques, mais moi je suis journaliste. Le résultat que nous récoltons sur le terrain actuellement, c'est qu'avant l'état de siège, c'était mieux. Alors, nous sommes vraiment à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je vais vous demander aussi de lever le son de la voix pendant que vous allez répondre. Dites-moi, il y a une proposition élogieuse qui est faite, celle de la mise en place du programme DDRC. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la meilleure des solutions. Alors, qu'entendez-vous des DDRC? Non, pour vous, c'est la meilleure des solutions. Mais pour nous, c'est le deuil qui continue. C'est avec larmes aux yeux que nous avons appris qu'on va réintégrer ceux qui ont senti nos villages dans ce même village. Imaginez-vous quelqu'un qui a éventré ma mère, quelqu'un qui a tué mon frère, il a brûlé notre maison, et vous venez le réintégrer encore là-bas. Mais comment on pourra se regarder? Soyez sérieux. Qui on veut réintégrer? Pour nous, nous le souhaitons, et nous pensons que ces criminels-là, une fois qu'ils se rendent, ils doivent d'abord répondre de leurs actes. Et nous sommes prêts à se constituer comme partie civile pour réclamer des dommages et intérêts pour ce qu'ils ont fait contre nous. Et aujourd'hui, on apprend que nous, on a même nommé toute une cellule qui va venir pour, mais finalement, soyez sûrs, on s'est moqué de qui concrètement. Autrefois, c'est sur le dos de Joseph Kabila que reposait tous les massacres, toute la situation d'insécurité dans la partie Est. Kabila n'est plus au pouvoir, tu sais qu'il est là, rien n'échange. Il y a même certains parmi vous là-bas au niveau de Beni qui disaient que après Kabila, ça sera peut-être le paradis dans l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pardonné à Kabila? Quel dites-vous de Kabila? Non, c'est plutôt ceux qui nous ont promis lors de la campagne électorale. Je me souviens du chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi.
il nous avait dit, c'était au rond-point du 30 juin sur le niveau d'une tribune, que nous allons fêter Noël 2019 avec la paix. Nous allons fêter bonne année 2019 pendant que le millénaire aura cessé d'exister. Et nous, on regarde ce discours encore, je dois bénir. Mais on est à 2021, on s'apprête à fêter bonne année 2022. Soyez sérieux. Et donc, ils nous ont présenté la situation comme si le sénateur avec Joseph Kabila Kabange, c'était le monstre. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que nous avons plutôt chassé ces balles et on a amené ces pierres. Et la situation est restée presque la même. Et d'ailleurs, il semble qu'à l'époque de Kabila, c'était encore mieux parce qu'on quittait Beni Butembo facilement. Mais aujourd'hui, pour quitter Beni Butembo, il faut être au revoir. Le massacre n'avait jamais atteint la chefferie des Bachou à l'époque de Kabila. Le massacre n'avait jamais atteint la chefferie des Bachou, c'est vraiment chez moi. Très bien. Le Moalika, en tout cas, c'était encore épargné, les Gravelles. Et d'ailleurs, toute la ville de Butembo se nourrissait via la chefferie des Bachou. Mais aujourd'hui, le sanctuaire même de la communauté a été profané par ce tueur. Que dirons-nous? Est-ce qu'après Kabila, après Kabila, non, vous avez vous-même la solution. C'est comme si après Kabila, c'est devenu maintenant pire. Je vais dire que le plus grand péché de Kabila, c'était de nous avoir donné ce régime, en fait. Et nous, on pardonnerait à tout ce qu'il nous aurait fait, mais à nos ça ici, c'est plus scandale. Ah, mais ça, c'est quand même trop fort. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Cette émission nous concerne tous. Nous qui sommes journalistes, vous, le public, tant quinois, congolais, tout comme celui de l'Est, ça vous concerne aussi, vous les Congolais de la diaspora. Partout où vous êtes, ces informations vous intéressent. Vous qui êtes tout autour du président de la République, ainsi que d'autres autorités de la République, ces informations vous intéressent. Alors, entrez en contact avec nous. À tout moment, notre confrère il y a encore quelques jours ici à Kinshasa, avant de regagner son béni natal. Vous pouvez les consulter pour qu'ils mettent à votre disposition des données dont vous avez besoin pour prendre le taureau par ses corps. En tout cas, c'est très, très, très important. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous disons également merci à notre invité, notre confrère Ivan Eliel Kadiki. Mais avant de nous séparer, nous allons lui accorder une seule minute pour dire son mot de la fin, adresser peut-être un mot aux autorités et à la population de la partie est de la République. Le mot de la fin, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. C'est d'abord pour remercier de m'avoir donné l'occasion de dire la vérité sur ce plateau. Mais aux autorités, je crois que nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Je n'ai pas ajouté. J'ai plutôt un mot à adresser à nos foyers de l'Est qui sont à Kinshasa, qui sont dans la diaspora, qui ne vivent pas ce que nous vivons chez nous là-bas. Ce n'est pas le film que nous voyons, c'est plutôt le quotidien de vos foyers. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. La lutte a commencé et nous devons la continuer pour vaincre. Le président Thomas Sankara disait la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est notre patrie qui est en danger. Alors n'acceptons pas de le perdre. Merci beaucoup. Ils sont nombreux en train de nous suivre. Je vois Fallon Bakaka, condoléances à toi. Je vois Christine Opo, je vois Jean-Pierre Bonina, Honorable Latibolo Fimo, Sami Badibanga, le président du groupe social Le Nécessaire, ainsi que Armel Oupèche. Je vois, en tout cas, vous tous qui nous suivez, merci de votre attention. Notre invité va encore revenir sur ce plateau pour la continuité de cette émission. Cette fois-ci, nous allons parler des solutions à envisager pour mettre fin à la situation d'insécurité dans l'Est. Moi, votre frère, votre humble serviteur Blaise Bonakar, vous dit une fois encore merci et au revoir. Nous nous voyons à la prochaine édition de l'heure du Congo. Nos numéros sont affichés. Appelez-nous, envoyez-nous vos propositions et nous serons les bienvenus.